Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Antoine, je suis élève avocat, titulaire du CRFPA 2024 et étudiant en fin d'obtention de mon Master 2 en droit pénal et sciences criminelles. Aujourd'hui, Constance me propose d'intervenir sur sa chaîne pour vous proposer une correction du sujet de droit pénal de 2025, correction que je vais essayer de faire du mieux possible, même si évidemment il s'agira sans doute plus d'un avis à chaud, d'un second point de vue sur ce sujet qu'une véritable correction. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne suis pas ni correcteur du CRFPA et encore moins concepteur des sujets du CRFPA. Mon approche est évidemment basée sur mon point de vue et mon approche du sujet. De plus, comme chacun sait, les épreuves du CRFPA sont des épreuves dont le barème est très subjectif. Encore plus l'épreuve de droit pénal qui, indépendamment du cas fourni, implique de prendre un parti pris sur quelle infraction mérite d'être étudiée pour être exclue, pour être considérée comme étant constituée, et quelles autres infractions auxquelles vous pouvez légitimement penser sont exclus du barème. Ceux qui ont passé le CRFPA 2024 penseront par exemple à ce fameux cas d'un homme qui s'est suicidé du fait qu'une personne avait détruit ses peintures ou ses photographies, raison pour laquelle effectivement il s'est suicidé, et les correcteurs du sujet estimaient que sur ce fondement nous devions éventuellement envisager l'homicide involontaire pour l'exclure, chose que beaucoup d'étudiants n'ont pas fait en raison du fait que ce n'était pas évident de penser à un homicide involontaire dans une telle situation, et ce qui a coûté beaucoup de points à beaucoup de personnes, indépendamment des compétences de chacun. Donc je tiens à vous rassurer, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a aucun problème avec cela, ce n'est qu'un avis subjectif, limité par le fait que je n'ai pas passé de galop du CRFPA depuis près d'un an, que ce que je vais dire est à jour du code pénal 2025, car vous vous en doutez, je n'ai pas acheté le code pénal 2026 et je ne suis pas au courant comme vous de toutes les dernières réformes s'il y en a eu, et encore une fois, il s'agit là de vous donner plus un point de vue subjectif sur un second avis sur ce sujet qu'un pur corrigé qui serait basé sur la réelle correction de cet examen. Pour commencer, pour ce qui est de ce sujet, alors à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un sujet qui était assez déroutant. J'ai largement préféré au premier abord le sujet du CRFPA 2024. Ce sujet-là était perturbant pour plusieurs aspects. Alors évidemment, ce qui concernait la responsabilité pénale de notre ami Romuald, il n'y avait pas de grandes difficultés, mais en revanche, pour ce qui était de l'engagement de la responsabilité du directeur du laboratoire, qui était sur 7 points, et l'engagement de la responsabilité des personnes morales, là c'est quelque chose qui était beaucoup moins évident. Pour tout vous dire, je suis allé vérifier, et le cas qui nous est soumis est un cas qui est très proche de la réalité. Effectivement, il y a eu un médicament qui a fourni tous les effets secondaires, notamment d'addiction sexuelle, voire même des faits de violence. Et il y a eu des poursuites, plutôt pour des faits notamment de violence contre les animaux, d'une personne qui a été poursuivie parce qu'elle avait torturé des chats après avoir été sous l'emprise de ce médicament. Et dans ce cas précis, la personne a seule été poursuivie et le laboratoire n'a aucunement fait l'objet de poursuites pénales. Pourquoi ? Parce que effectivement, ce type de cas d'un médicament qui est déficient amène de manière générale plutôt à une poursuite sur le fondement de la responsabilité civile dans le cadre de la responsabilité des produits défectueux, plutôt qu'à des poursuites pénales pour les faits qui se sont produits. Autre point assez déroutant, je trouvais, dans ce cas, c'était le fait qu'il reposait globalement que sur un seul cas, qui est la prise de médicaments qui entraîne un viol et une ITT pour madame. Quand la plupart des sujets en pénal ou CRFPA impliquent normalement de prendre au moins en compte 2, 3, si ce n'est 4 histoires différentes, avec chacune leur barème distinct. Encore une fois, cette approche faisait que, au premier abord, on se demande vraiment si on n'est pas un peu en manque d'infraction et si on va vraiment avoir de quoi remplir les 3 heures. Or, on sait que le sujet est fait pour être dur à finir en 3 heures, et donc c'est qu'il y a des choses à raconter. Donc c'était à mon sens un autre aspect déroutant de ce sujet qui, malgré tout, à mon sens, restait largement accessible, notamment dans sa première partie sur la responsabilité de Romuald,
mais c'est un sujet qui nécessitait de prendre un certain nombre de partis pris et d'interprétations, et il faudra voir si cela se vérifie dans le barème. Donc rentrons dans le vif du sujet. Évidemment, comme tout un chacun, je me suis permis de faire un brouillon pour étudier au mieux ce cas, et notamment, au premier abord, la responsabilité pénale de Romuald, parce qu'effectivement, pour le coup, c'est l'un des aspects où le sujet ne posait aucune difficulté, c'est que nous avions un plan protagoniste type, et vraiment très clair, de la responsabilité pénale de Romuald sur 10 points, la responsabilité du directeur du labo sur 7 points, et la responsabilité pénale de la personne morale sur 3 points. Donc, abordons en premier lieu cette responsabilité pénale de Romuald. Alors, aspect assez déroutant, effectivement, c'était le barème sur 10 points, ce qui est quand même beaucoup, eu égard au fait qu'il y avait, à mon sens, beaucoup à dire, par exemple, sur la personne morale, qui, elle, n'est notée que sur 3 points. Donc, à mon sens, il fallait essayer d'aller très large dans l'interprétation des infractions que l'on pouvait éventuellement reprocher à Romuald. Raison pour laquelle j'ai envisagé la qualification de harcèlement sexuel dans un premier temps, la qualification de l'agression sexuelle, il s'agira de la qualifier, et la problématique de l'ITT de 6 mois de madame, avant de parler évidemment des fameuses causes d'irresponsabilité pénale. Pour ce qui est du harcèlement sexuel, donc comme vous le savez, le fondement textuel 222-33 du Code pénal, effectivement, c'était pour moi un sujet dont il fallait éventuellement parler, franchement pas obligatoire, mais il fallait éventuellement parler. Pourquoi ? Pour l'exclure assez vite. Effectivement, le harcèlement sexuel repose sur plusieurs composantes au titre de son élément matériel, notamment des propos ou comportements à connotation sexiste. Pour le coup, là-dessus, il n'y a pas de difficulté dans le fait qu'il fait des avances sexuelles à sa femme. Il faut un caractère répété à ses demandes. Encore une fois, on parle du fait que ces incitations et ces avances seraient quotidiennes. Il n'y a pas de difficulté non plus sur ce point. Toutefois, là où cela devient plus compliqué, c'est que ce harcèlement sexuel suppose un caractère dégradant et humiliant. C'est déjà plus compliqué. On parle d'avance pour une relation sexuelle. Si on devait considérer qu'une avance dans un couple était du harcèlement sexuel, sans doute beaucoup de gens auraient beaucoup de soucis à se faire. Et enfin, on a cette problématique de la situation intimidante, hostile ou offensante dont parle le texte. Et là, effectivement, on a encore une fois du mal à qualifier le harcèlement sexuel sur ce plan-là, dans la mesure où, au refus qu'elle lui fait par rapport à ses avances, il lui répond qu'il comprend parfaitement ce refus et n'insiste pas outre mesure. Donc, à mon sens, déjà sur l'élément matériel, il était très peu possible finalement de qualifier le harcèlement sexuel, qu'il fallait à mon sens rapidement exclure dans ce cas-là. Car évidemment, ça n'était pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, comme vous le savez, c'était la qualification de l'agression sexuelle subie par madame du fait du cunnilingus pratiqué par son mari. Alors d'abord, donc il faut d'abord traiter de cette problématique de l'agression et après, dans un second temps, on traitera la problématique de l'abolition qui avait lieu pendant ces faits. Alors, comme vous le savez, l'article 222-22 du Code pénal définit les agressions sexuelles de manière générale, en parlant du viol. C'est le texte de référence de droit commun. Donc cet article 222-22 a notamment pour intérêt de poser un certain nombre d'éléments préalables qui sont communs à toutes les agressions sexuelles, notamment celui de mentionner que les liens qui unissent l'auteur et la victime, y compris les liens du mariage, n'ont aucun impact sur la qualification pénale. Donc à mon sens, il était quand même important de mentionner que le fait que les deux protagonistes étaient mariés n'avait aucune incidence sur la qualification de l'agression sexuelle. Autre point commun en termes d'éléments préalables entre une agression sexuelle normale et un viol, c'est le défaut de consentement, qui n'est pas explicitement mentionné par le texte, mais il faut tout de même rappeler. En l'espèce, pareil, on n'a pas de difficulté dans la mesure où elle le repousse, où elle fuit et où elle n'avait absolument pas accepté ce rapport. Le défaut de consentement est évidemment à retenir. Après, la vraie question était de savoir de quelle nature étaient ces agressions sexuelles. Est-ce que l'on était sur une agression sexuelle dite générale, ou est-ce que l'on rentrait dans la qualification pénale du viol, et la qualification spéciale surtout du viol. Comme on le sait, la loi Schiappa de 2021 a modifié le régime du viol, allant considérer aujourd'hui que tout acte bucco-génital, et j'insiste sur le tout acte, rentre
dans cette qualification de viol. Ça ramène à un certain nombre de difficultés qu'on avait avant. Je pense notamment, vous avez sans doute dû le voir, à cet arrêt de la chambre criminelle du 14 octobre 2020, où on était obligé de regarder si la langue avait pénétré ou pas la victime, point qui désormais ne fait plus aucune difficulté à mon sens. Du moment où il y a un acte bucco-génital, en l'espèce à cunilingus, le viol est matériellement constitué, d'autant plus que l'ensemble des autres conditions ont été remplies, car le viol implique d'être pratiqué sur la personne de l'auteur ou sur la personne d'autrui. En l'espèce, le cunilingus a été bien pratiqué sur madame, il n'y a aucune difficulté. Donc, l'atteinte sexuelle qui est constitutive du viol ne posait pas de difficulté en tant que telle. Après, il fallait évidemment regarder les autres conditions posées par le texte, par 222-23, notamment le fait que cette atteinte sexuelle a été pratiquée par violence, menace, contrainte ou surprise. En l'espèce, Madame Dor et la jurisprudence reconnaît de manière constante que le fait de pratiquer un rapport sexuel sur quelqu'un qui est endormi relève du viol par surprise. Donc une nouvelle fois, pas de problématique de ce point de vue l'élément matériel qui était plutôt facile à retenir et à qualifier, tout en rappelant encore une fois, à mon sens c'était le cœur du sujet, l'application de la loi dans le temps, c'est-à-dire que le sujet se passe à l'été ou pardon en septembre 2024, bien rappeler que la loi Schiappa est arrivée en 2021, que depuis cette période-là, le champ d'application du viol a été élargi et qu'à ce titre, cet acte bucco-génital qui initialement, il y a quelques années, ne serait pas rentré dans la qualification de viol, mais d'agression sexuelle, désormais est à considérer comme un viol. Pour ce qui est, alors déjà point un peu plus compliqué et un peu plus ambigu de l'élément moral, comme à chaque fois, et je ne le rappellerai pas, à chaque infraction, il fallait rappeler évidemment 121-3 du code pénal pour dire qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, donc pas forcément à rappeler à chaque fois. Mais là effectivement c'est un petit peu discutable au vu du fait qu'on va parler de l'abolition du discernement et donc du fait que l'intention était sans doute défaillante, mais à mon sens c'est pas le cœur de la question. Et pour pouvoir se permettre d'aborder après la problématique de l'abolition, ça implique finalement de retenir tout de même l'infraction. Donc je l'aurais qualifié de manière très rapide. Je pense pas que c'est vraiment le cœur du sujet et que c'est ce qui sera évalué à la fin. Alors autre problématique, et alors ça je tiens à le dire dès le début, c'est un point qui m'a posé un peu de difficulté, qui est le fait que madame subisse une ITT de 6 mois. Je ne voyais pas exactement où est-ce que le sujet voulait nous amener là-dessus, dans la mesure où il faut éviter de tomber dans un piège qui est de penser que dès qu'on nous parle d'ITT, c'est forcément des violences volontaires ou involontaires. Un bon nombre d'infractions causent des ITT sans qu'elles relèvent forcément des violences. Et c'est un point assez important à prendre en compte, et je ne sais pas si c'était éventuellement un piège ou non qui incitait à aller vers les violences, même si à mon sens il fallait peut-être aussi en parler pour les exclure. Évidemment, à mon sens, il fallait exclure les violences volontaires. C'est évident que le caractère volontaire faisait défaut, du fait notamment de l'abolition dont nous allons parler. Éventuellement, on pouvait aller sur des violences involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois, fondée sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal. Pour moi, éventuellement, nous pouvions envisager non pas les violences volontaires, évidemment elles faisaient défaut en l'espèce, mais des violences involontaires avec une ITT supérieure à 3 mois, sur le fondement de 222-19 du Code pénal, donc qui seraient des violences par maladresse. J'aurais un peu du mal à les qualifier, mais à mon sens, il était peut-être opportun d'en parler. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a un barème qui est le 10 points sur cette personne, c'est qu'il y a 10 points à aller chercher et donc qu'il y a matière à écrire. Donc j'en aurais parlé assez brièvement, éventuellement pour les qualifier ou non. Ça c'est en fonction de votre arbitrage, je ne sais pas si c'est vraiment sur le choix final que vous aurez fait, que vous allez être évalué, mais peut-être sur l'identification de l'infraction. Auquel cas, si vous reteniez cette infraction, il y avait à mon sens évidemment une problématique de concours idéal, du fait que cette ITT de 6 mois et donc ces violences involontaires résultaient du même acte qui avait fait le viol. Donc là je pense que je vous apprends rien, qu'il faut se fonder notamment sur l'article 132-2 relatif au concours d'infraction, et plus spécifiquement sur la jurisprudence du 15 décembre 2021 relative au concours idéal, qui mentionne expressément les 4 conditions relatives au concours idéal, donc le fait que on ne peut pas avoir concours idéal si une infraction
est un élément constitutif d'une autre et l'élément constitutif d'une circonstance aggravante. Donc auquel cas, si vous reteniez cette infraction de violence involontaire, nous rentrions évidemment dans une problématique de concours idéal d'infraction. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, l'infraction de viol et l'infraction de violence involontaire ayant entraîné une ITT de 6 mois relevaient des mêmes faits, c'est-à-dire des faits de viol et de ses conséquences. Auquel cas, il fallait qualifier ou non le concours idéal d'infraction. Je vous rappelle évidemment, on parle de l'article 132-2 du Code pénal relatif au concours d'infraction. Et plus précisément, on parle de la fameuse jurisprudence du 15 décembre 2021 qui définit clairement les conditions dans lesquelles il ne peut y avoir concours idéal, notamment lorsque une infraction fait partie des éléments constitutifs d'une autre, lorsqu'elle est une circonstance aggravante d'une autre infraction, s'il y a une qualification particulière, ou si une infraction et si les infractions sont exclusives l'une de l'autre. Là, en l'espèce, pour moi, ça faisait pas trop de difficultés. Les violences, forcément, qu'entraînent, ou les conséquences entraînées par le viol sont évidemment constituées par les faits de viol. Et à ce titre, pour moi, il y avait un concours d'idéal d'infraction, dans la mesure où ces faits identiques, dans ces faits identiques, les violences involontaires étaient une partie des éléments constitutifs du viol. Et enfin, pour notre ami Romuald, arrivait cette problématique de l'irresponsabilité pénale, qui était évidemment l'un des aspects centraux de ce sujet. Donc la question de l'abolition, de l'altération de son discernement sur le fondement de l'article 122-1 du Code pénal. On vient de faire un petit retour sur les faits. On nous mentionne des pulsions sexuelles qui sont incontrôlables, qu'il n'était pas en mesure de contrôler. Donc non seulement son discernement était altéré, mais surtout il était aboli. On parle bien d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement, c'est-à-dire qu'il n'était plus du tout en mesure d'avoir le contrôle de lui-même, et donc qu'il était responsable pénalement, dans la mesure où c'est comme si ça n'était pas lui qui commettait l'infraction, du fait de ce trouble psychique ou neuropsychique. Éventuellement, si on voulait aller un peu plus loin, on pouvait très rapidement exclure le délit d'intoxication volontaire, qui est prévu par 122-1 du Code pénal, qui permet d'exclure en partie l'abolition du discernement. Là, on pouvait avoir quelques conditions. Temps très voisin de l'action, consommation de substances dans un temps très voisin de l'action, effectivement, pour son traitement quotidiennement, donc il avait aussi pris ce jour-là, cette condition elle est en repli, mais toutefois, après on nous parle du fait qu'il faut avoir volontairement consommé la substance psychoactive, là évidemment on n'est plus dedans. Romuald ne savait pas que le médicament était problématique. Il a reçu son traitement à l'été 2024. Les faits sont très rapidement survenus, notamment en septembre, sans doute dans l'été 2024. Et la notice corrective n'arrive qu'en septembre 2024. Et en tout état de cause, lorsqu'il avait eu son médecin pour que le médicament lui soit prescrit, à l'été 2024, on ne savait pas que ce médicament pouvait causer les effets donnés. De plus, le texte prévoit que la consommation de la substance psychoactive doit être faite dans le dessein de commettre l'infraction ou d'en faciliter la commission. Là, c'est pareil. Aucunement, il ne prend ce médicament dans le dessein de violer son épouse, mais simplement car il s'agit d'un traitement de la maladie de Parkinson dont il est victime. À mon sens, c'était éventuellement quelque chose qui pourrait être sur un point, et encore, un point ou deux, qui le relevait d'exclure rapidement, parce que c'était évidemment pas le cœur du sujet de l'abolition, qu'il fallait plutôt qualifier sur le fondement de 122-1, en prenant bien le temps de faire une analyse du sujet. À noter que dans l'affaire dont je vous ai parlé, l'affaire dans laquelle une personne qui avait pris ce traitement pour Parkinson avait torturé et tué des chats, cette personne avait été condamnée en première instance, et en appel, une expertise a démontré qu'effectivement son discernement avait été aboli du fait de la consommation de ce médicament, et pour le coup elle a obtenu une relaxe en appel, et c'est désormais la jurisprudence qui est appliquée pour ce type de médicament. Alors maintenant, il convient de traiter de la problématique de la responsabilité pénale du laboratoire, alors déjà du laboratoire en tant que personne morale, mais avant tout, comme c'est dit dans le sujet, la responsabilité
pénale du directeur. Encore une fois, je le rappelle, c'était à mon sens une approche quand même assez bizarre du sujet, dans la mesure où, encore une fois, on est sur un pur cas qui, à mon sens, relève vraiment de la responsabilité civile des produits défectueux. Donc déjà, engager la responsabilité du laboratoire, ça me semble un peu spécial. D'ailleurs, dans l'affaire des chats dont je vous ai parlé, le laboratoire n'a jamais été poursuivi pour avoir eu un lien de causalité entre ces maltraitances animales et la consommation du médicament par l'un de ses patients. Encore moins, les poursuites sont encore moins allées sur le terrain d'aller poursuivre les personnes physiques qui avaient participé à la production du médicament. Mais bon, encore une fois, le sujet est comme il est. Ça soulève tout de même des problématiques assez intéressantes, mais on est obligé de le traiter comme tel et d'aller sur ce terrain-là, mais en ayant en tête qu'effectivement c'était quand même un sujet assez bizarre sur cet aspect-là. Autre dernier point tout de même à relever, qui a peut-être pu vous dérouter, c'était la répartition des points qui était quand même assez étrange. Le directeur prenant 7 points du barème, alors qu'à mon sens il y avait des choses à dire, mais d'évidence pas énormément, alors qu'inversement la problématique de la responsabilité de la personne morale, qui à mon sens était beaucoup plus fournie, n'était que sur 3 points. Donc évidemment il fallait peut-être pas aller aussi loin que je suis allé pour la personne morale, mais c'est un point qui à mon sens était aussi déroutant. Mais encore une fois, c'est à vous aussi de faire votre arbitrage, de vous rendre compte qu'il du coup il est plus notable et plus intéressant d'insister sur le directeur, même si cela ne vous paraît pas opportun, dans la mesure où les points sont là, c'est qu'il y a des questions qui sont à cet endroit-là. Donc partons sur la problématique de la responsabilité du dirigeant, du dirigeant de l'entreprise. À titre liminaire, pour moi, il fallait tout de même rappeler que un dirigeant d'entreprise peut être responsable des faits qui sont commis par ses subordonnés dans certains cas, notamment il y a un arrêt fondateur à ce titre du 30 décembre 1892. C'était pas forcément le point le plus important, et pour moi il était important de le rappeler tout de même. Et après d'envisager les différentes infractions. À mon sens, la plus évidente, c'était l'administration de substances nuisibles. Donc il convient ensuite d'envisager quelles infractions pourraient être étudiées dans le cadre de la responsabilité du dirigeant d'entreprise. Donc à mon sens, il y en avait deux qui pouvaient éventuellement se dégager. Une première qui était absolument évidente, à mon sens, qui était l'administration de substances nuisibles. Et dans un second temps, éventuellement, et ça je l'ai fait juste parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de points et que donc il fallait aller les chercher là où ils se trouvent. J'ai parlé des violences involontaires à l'encontre de madame par rapport à ces 60 jours d'ITT. Je ne sais pas si je l'aurais fait sur un cas avec moins de points, et ce n'est peut-être pas le bon terrain sur lequel il fallait aller, mais dans cette idée de pêche au point, c'est là-dessus que sur ce point-là que j'ai préféré me concentrer. Pour ce qui est de l'administration de substances nuisibles, alors il y a un texte qui est relatif à l'administration de substances nuisibles dans le cadre d'un viol ou d'une agression sexuelle, qui est de 122-30-1, qui à mon sens il fallait rapidement exclure tout de même, vu que c'est un texte qui parle du fait d'administrer une substance nuisible dans le dessein de commettre un viol ou une agression sexuelle sur la personne de la victime. Je pense pas que c'était un point essentiel, mais en une ligne ou deux, pour moi il méritait éventuellement d'être mentionné, et plutôt revenir sur l'article 222-15 du Code pénal, qui reste vraiment l'essentiel de ce sujet, qui est la définition de base de l'administration de substances nuisibles. Alors pour ce qui est de la qualification de l'infraction en tant que telle, le texte est assez clair là-dessus. L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité psychique ou physique d'autrui est punie des peines mentionnées, etc. Là-dessus, évidemment, on a une substance qui a porté atteinte à l'intégrité psychique de monsieur, dans la mesure où elle a évidemment altéré ses pulsions. Et par exemple, il est reconnu, notamment les JP qui sont sous la notation 9 de cet article, que des médicaments peuvent être considérés comme des substances nuisibles. Pour ce qui est de l'élément matériel, à mon sens, il n'y avait pas trop de difficultés. Et après, parler de l'élément intentionnel, là c'est la notation 2 de ce même article, qui parle du fait que l'auteur doit avoir connaissance du caractère nuisible de la substance qu'il va donner à autrui. Et là, à mon sens, était plus le cœur du sujet, le cœur du débat qu'il y avait sur ce cas. De mémoire, il a connaissance en 2023 des effets potentiellement nuisibles de son médicament, et il ne communique une notice qu'en septembre 2024. Donc c'est-à-dire qu'en été 2024, il a fait concrètement ingérer un médicament à Romuald
dont il savait à ce moment-là qu'il avait un caractère nuisible, sans faire en sorte de fournir la notice nécessaire pour pallier à ces difficultés. Donc pour moi, il y avait lieu de retenir cet élément intentionnel, auquel cas l'infraction d'administration de substances nuisibles était qualifiée en l'espèce. Après, dans un second temps, il était pour moi intéressant de relever la problématique des violences involontaires sur madame. Pour moi, une problématique qui était quand même un peu tirée par les cheveux, on va pas se mentir, mais qui, au vu du barème de points, pour moi, mériterait d'être étudié, dans le sens où ces points, encore une fois, se trouvent quelque part, et à mon sens, c'était l'endroit le plus évident. Donc on rappelle le fondement textuel, 222-19 du Code pénal, on en a déjà parlé pour Romuald, et encore une fois, alors, il y a à mon sens une difficulté dans le sens où, bien que des violences psychologiques résultant du viol peuvent rentrer dans la qualification de violence, au titre de l'élément matériel, comme le résultat des violences, il y a à mon sens un problème auquel j'ai un peu du mal à répondre sur est-ce qu'on peut autant commettre des violences de manière indirecte par le biais d'une autre personne, parce que c'est quand même pas le directeur, le dirigeant du labo qui a directement ou même très indirectement pratiquer les violences qui ont causé les 6 mois d'ITT à madame. À mon sens, je l'aurais retenu tout de même, mais c'était pas un point évident dans tous les cas. Auquel cas, à minima, on rentrait selon moi dans une problématique du fait que les violences involontaires avaient un lien de causalité indirect. Or, comme vous le savez, lorsqu'il y a un lien de causalité indirect, on tombe sur une problématique qu'il faut non pas qualifier une faute simple, mais une faute qualifiée ou une faute caractérisée. En l'espèce, on n'a pas connaissance, je pense, de textes très spéciaux, notamment du Code de la santé publique, relatifs au fait de fournir de tels médicaments sur Parkinson. Donc, à mon sens, il fallait aller plutôt sur le terrain de la faute caractérisée. Donc, on va redéfinir assez brièvement. C'est quand même une faute d'une certaine gravité, qui indique une imprudence ou une négligence qui présente une particulière évidence et qui sont de nature à exposer autrui en toute connaissance de cause par un acte positif ou une abstention grave à un danger. Il ne faut pas s'y méprendre là-dessus. La faute caractérisée est une faute qui mérite, qui doit être d'une évidence absolue. Et ça, il ne faut pas s'y méprendre là-dessus. Et à mon sens, c'est vrai que c'était quand même compliqué de relever un tel caractère d'évidence du seul fait d'avoir communiqué une notice en retard. Mais ça se défend dans les deux sens. On pourrait aussi dire que, au vu de la gravité des informations qu'ils ont eues, le fait de ne pas avoir agi tout de suite est un acte d'abstention grave d'une particulière évidence qu'ils ont fait en toute connaissance de cause et qui a exposé autrui à un danger. Et effectivement, le danger y est qualifié dans la mesure où madame a subi une agression sexuelle et un viol surtout du fait que la notice n'a pas été fournie à temps au médecin qui a prescrit le médicament à Romuald. Donc, à mon sens, les deux pouvaient se défendre. À noter que si vous reteniez les violences involontaires, ça pouvait ouvrir une porte à point en plus, entre guillemets, qui était le fait que, vu qu'on tombait sur 2 infractions, l'administration de substances nuisibles et les violences involontaires, il fallait peut-être avoir un point sur le concours réel d'infraction. Donc là-dessus, je ne vous fais pas l'affront de tout vous rappeler, simplement qu'il y a l'article 132-4 du Code pénal qui définit le concours d'infraction et notamment parler de l'addition ou la confusion plutôt des peines de même nature, et je pense qu'à partir de là, c'était pas trop mal. Et enfin, passons brièvement sur le cas des entreprises. Donc encore une fois, ça c'est un des points qui m'a le plus dérouté dans ce sujet, au vu du barème. En fait, 3 points là-dessus, j'ai trouvé ça assez déconcertant, sachant que pour moi, il y a quand même plein de points importants et très intéressants à relever dans ce cas des entreprises. Déjà, le principe de l'engagement de la responsabilité des entreprises, sur le fondement de 121-2 et de vérifier les composantes de 121-2. Ensuite, la problématique de la fusion d'absorption, qui n'est pas anodine non plus. Et enfin, le fait de parler de la problématique de quelle peine on applique si on retient la responsabilité pénale de la personne morale. Donc, pour moi, ça faisait quand même 3 problématiques, mais sur 3 points, ce qui était quand même assez déconcertant. Et d'ailleurs, là-dessus, je tiens à vous rassurer tout de suite, si vous trouvez que vous n'avez pas eu une bonne réponse ou si vous n'êtes pas satisfait de votre réponse sur l'un de ces 3 points, ce n'est pas très grave dans la mesure où, à mon sens, aucun d'eux pouvait dépasser 1 point ou 1 demi-point et ce n'est pas là-dessus que vous allez faire une très grande différence sur ce sujet de droit pénal. Donc pour ce qui est de l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale sur le principe,
À mon sens, il n'y avait pas de difficulté particulière. On a les deux conditions de 121-2 qu'on rappelle. Il faut que ce soit une infraction qui soit commise par un dirigeant de l'entreprise. Là, en l'espèce, il est la personne physique qui a fait de l'administration de substances nuisibles et les violences involontaires et le dirigeant de l'entreprise. C'est marqué noir sur blanc, donc il n'y a pas de difficulté sur ce point. Et il faut que cette infraction ait été commise pour le compte de la personne morale. Là, c'est pareil, il n'y a pas de difficulté. C'est un médicament qui est vendu par la personne morale pour son compte, pour son activité économique de laboratoire. Donc, pas de difficulté sur l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. Il n'y a pas besoin d'insister très longtemps là-dessus. Et donc, ce qui nous amène à notre second point qui, pour moi, était plus important, et le plus le cœur évidemment du sujet, et c'était à peine masqué, qui était la problématique de la fusion-absorption. Donc là, comme vous le savez, il y a un certain nombre d'arrêts assez récents qui ont été rendus en la matière. On pense notamment à l'arrêt de la CRIM du 25 novembre 2020 et à l'arrêt du 13 avril 2022 qui a encore plus actualisé cette position que nous disent ces arrêts, que dans le cadre d'une fusion-absorption, la responsabilité pénale de la société absorbante peut être retenue sous plusieurs conditions, notamment dans le cadre des sociétés anonymes. Toutes les sociétés anonymes absorbantes peuvent prendre la responsabilité pénale des personnes morales qu'elles absorbent, et inversement, et également lorsque l'opération a pour but d'échapper à la responsabilité pénale de la personne morale absorbée. Donc là, si on est honnête, a priori, il n'y a pas de volonté de rentrer dans ce second cas, il n'y a pas de volonté de frauder la loi en absorbant une personne morale qui a commis un délit. L'opération semble purement et simplement d'ordre financier et stratégique. Donc à mon sens, il n'y a pas lieu d'appliquer cette condition-là. En revanche, la première condition d'absorption de sociétés anonymes était évidemment applicable. Les deux entreprises ont SA dans leur nom, donc c'était des sociétés anonymes, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc à mon sens, il fallait prévoir du coup l'engagement de la responsabilité pénale de la société absorbante, mais à noter, petit point important, je pense pas que si vous ne le mettiez pas c'était fini, mais c'était quand même un petit point à noter, que dans ce cas, seule une peine d'amende pouvait être prononcée. Donc à retenir que la personne morale absorbante, la société absorbante, absorbera aussi la responsabilité pénale de la société absorbée dans les infractions qu'on a citées, mais qu'elle ne pourra être condamnée qu'aux peines d'amende qui sont prévues. Et enfin, pour ce qui est de cette amende, il fallait très brièvement expliquer les conditions de 131-38 sur le fait notamment que cette peine d'amende était portée au quintuple de la peine prévue pour une personne physique. Ce qui est tout pour ce sujet du CRFPA 2025. Je tiens à vous rassurer encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a rien de grave, c'est un sujet qui a une approche très subjective et ça n'est que... Il faut prendre cette vidéo plus comme un second regard que comme une vraie correction du sujet. D'ailleurs, même vos avis peuvent être extrêmement intéressants et nous aiguiller sur éventuellement certaines infractions ou certaines composantes que je n'aurais pas vues, auquel cas nous serons heureux de les lire en commentaire. Et maintenant, ce qui est fait est fait. C'est très intéressant de parler de ce sujet-là, mais maintenant il faut se concentrer sur l'avenir. Je vous invite à titre personnel de mon expérience, peu importe ce que vous pensez, à vous mettre à réviser le grand oral. Vous n'avez à l'heure actuelle rien d'autre de mieux à faire que de réviser le grand oral. Si jamais vous n'avez pas les écrits cette année, ce sera que du plus pour les révisions de l'année prochaine. Et à ce titre, je vous encourage à ne pas vous concentrer que sur ce qui s'est passé aux écrits, que ce soit positif ou négatif, ni rentrer dans l'excès de confiance, ni rentrer dans l'excès de défaitisme, et de rentrer sur des révisions à long terme du grand oral, qui à mon sens seront bien propices à votre réussite. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite, bonne chance pour ces écrits, et je vous souhaite à tous de pouvoir passer à l'oral dès que les résultats tomberont.